Ce qui se passe avec les archives de Ferdinand de Saussure, c'est qu'elles sont tellement souvent consultées par tant de chercheurs différents que les originaux commencent à être en mauvais état et nous devons, nous, les protéger. Alors que faisons-nous ? Nous avons bien sûr fait des microfilms. Alors une partie des papiers sont accessibles soit sur microfilm, soit sur des tirages à partir de ces microfilms. Mais aujourd'hui, bien sûr, les chercheurs souhaitent d'autres accès et puis nous numérisons ces fonds d'archives. Certains ne sont plus consultables en original pour des raisons de conservation, tout simplement. Et puis, ce que nous souhaitons aussi faire, c'est bientôt mettre toutes ces images sur Internet pour que les chercheurs puissent avoir accès à distance et mener toutes leurs recherches. Et ce qui est intéressant pour le fonds Ferdinand de Saussure, c'est que c'est peut-être le fonds d'archives, peut-être à côté des correspondances des réformateurs et des manuscrits enluminés du Moyen-Âge, dont nous avons une très belle collection, c'est le fonds qui attire le plus de chercheurs provenant du plus grand nombre de pays, je dirais même de continents, puisque nous avons des chercheurs qui viennent d'Amérique du Sud, ou bien du Japon, de tous les pays européens, de l'Amérique du Nord, bien sûr. Donc c'est vraiment un fonds qui suscite un intérêt tout à fait considérable et qui est loin, je crois, d'avoir encore révélé tous ces secrets. Il y a encore beaucoup de découvertes à faire. Nous avons ici les originaux des documents de Saussure et en particulier deux choses qui sont très recherchées. La partie qui touche de près la réflexion générale de Saussure, celle qui a été donnée dans les années 50 et 60 et organisée par Robert Godel, elle est ici, sont les notes de linguistique générale. Et on a ici des documents très importants. Le recueil que Godel a organisé chronologiquement s'ouvre avec le texte que Saussure avait préparé pour donner ses premières leçons à l'Université de Genève. Et on peut voir ici la petite chemise, la première est de Robert Godel, mais il y a à l'intérieur une chemise de Albert Séché. L'éditeur, avec Charles Bailly du cours de linguistique générale, avait consulté ces documents pour en tirer profit. Ce texte a été publié, on verra après les éditions imprimées. C'est vraiment un texte très réfléchi et qui témoigne bien quelle était la pensée de Saussure dans l'automne 1891. Vous voyez, on commence à page nouvelle. Ça, c'est une des biffures de Ferdinand de Saussure. Il biffe de différentes façons. Il est incertain sur un choix. Parfois, il biffe simplement dans la ligne. Ici, il a décidé de casser un alinéa entier et de le réécrire. Ça sont des notes pour un cours que Saussure a fait dans les premières années de son enseignement genevois. Ça, c'est toujours la petite chemise de Robert Godel. Et ça, vraiment, il fallait qu'il ait une très bonne vue parce que ce sont les pages qu'il a menées dans la salle des cours pour le guider dans la présentation de sa leçon. C'est un cours sur la morphologie, où c'est la partie sur la morphologie d'un cours sur la langue indo-européenne, où en particulier la distinction synchronie-diachronie et l'attribution de la morphologie à la synchronie est très clairement établie. Il y a deux versions. Celle qu'on voit ici, c'est la mise au propre, mais Saussure avait gardé aussi son premier brouillon qui suit dans l'ordre le texte final. Alors ça, c'est un manuscrit célèbre qu'avec l'accord de la bibliothèque et le département de manuscrits, on a reproduit, photographié avec la revue dédiée à Saussure, les cahiers Ferdinand de Saussure.
S'il aimait les petits feuillets séparés au moment de ses conférences et de ses cours, il employait beaucoup des cahiers d'école. Dans ce cas, il s'agit d'un assez gros cahier. Ça, c'est la page préparée par Godel au moment du premier classement. Et il s'agit d'un assez gros cahier où il prenait des notes de recherche. Donc, il écrivait ses pensées. Et il gardait même une page entière pour corriger et rajouter. Ce texte a été vu aussi par les éditeurs du cours de linguistique générale, Bailly et Séché, et comme il y avait une page blanche, chose qu'aujourd'hui personne n'oserait faire, mais Albert Séché se sentait si proche de son maître qu'il a fait l'index du cahier sur la première page du même cahier dans lequel Saussure avait noté ses réflexions. On appelle ce cahier cahier Whitney parce qu'à un certain moment, Saussure reçoit une lettre de l'association philologique américaine qui lui demande un nécrologe sur le grand orientaliste et linguiste américain William Whitney. Ça nous permet de dater exactement le cahier. Il contient aussi d'autres textes. Il contient le brouillon d'une lettre à ses étudiants. Voilà. Saussure écrit qu'il a oublié que Noël arrive et que donc il n'y aura pas de leçon le 24 décembre. Et il écrit ça dans une lettre à ses 3 ou 4 étudiants. On peut voir ici qu'une fois qu'il avait un cahier important, il pouvait l'employer pour plusieurs textes. Donc il tourne le cahier et il écrit de la marge de la page vers l'intérieur. Ça sont les deux morceaux. La page est pliée, donc c'était marqué à l'intérieur. Ce sont les deux morceaux de cette lettre. Et après, il recommence, ça c'est une page théoriquement magnifique, il recommence sa réflexion et ses recherches. Alors, je vous montre quelques autres pages. Il y a des pages qui sont restées blanches. Et comme il le fait souvent, il renverse à un certain moment le cahier et il recommence à écrire dans l'autre direction. Et il recommence à écrire dans cette ligne qui est la ligne principale d'une réflexion sur le langage, possiblement en rapport avec le travail de Whitney. Mais aussi, il y a des références à ses cours, il y a une réflexion sur les noms des dieux. C'est très riche au point de vue des matières qui sont traitées. Ici, on a encore des cahiers. Godel avait considéré que c'était des notes pour un livre de linguistique générale, une très bonne intuition. Ce sont des petits cahiers, vous voyez, et des cahiers d'école. Les cahiers qui étaient courants dans les écoles, il y en a beaucoup. Et comme on verra dans un moment, dans quelques cas, les registres sont les supports que Saussure emploie. Aujourd'hui, on arrive à mieux colloquer ces textes. Ces textes sont une tentative de mise au propre, de réflexion théorique qu'il menait depuis quelque temps. Probablement, il faut avancer un peu la date donnée par Godel, donc les colloquer plus près du début de son enseignement à Genève. Mais ils sont très intéressants et sont la tentative de mettre en ordre des notes de réflexion telles qu'on les a vues sur les feuillets épars. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième, qui a même un titre, Status et Motus, qui est un titre qui nous rappelle la distinction célèbre entre synchronie, status, et diachronie, motus. Motus, le mouvement en latin. Ici, on a du crayon, de la plume, des essais de plume, et ces changements nous aident à reconstruire la textualité
de Saussure, qui est une des choses les plus délicates. Lire les mots, on y arrive assez bien, sauf que dans les moments où vraiment il est pressé d'écrire quelque chose, c'est une écriture bien lisible, élégante, mais comprendre exactement quel est l'ordre de l'argumentation, ça c'est beaucoup plus difficile, et tous les indices qu'on peut avoir à partir de la mise en page sont pour nous très importants. Alors, ça sont des notes très particulières. On les désigne note item parce que Saussure à ce moment la chemise de Godel, deux chemises parce que Godel les a retrouvé la partie qui est ici en deux moments différents. On verra qu'il y a une partie ailleurs. Saussure avait en ce moment renoncé à sa tentative d'écrire un ouvrage suivi et systématique sur le langage, et il avait choisi, comme d'autres philosophes et écrivains de la fin du XIXe, le projet d'un livre aphorismatique, où des pensées isolées auraient donné chacune une vision de ce panorama qu'on aurait exploré petit à petit. Il suffit de passer à Nietzsche ou à Wittgenstein, plus près de chez nous. Les recherches philosophiques sont un livre en paragraphe très minuscule. Et ça, c'est la tentative que Saussure est en train de faire en ce moment. Ces notes sont très importantes. Elles nous révèlent un côté de la réflexion de Saussure qui ne retrouve pas d'appui immédiatement dans d'autres textes. Ce sont des textes très riches en schémas et dessins qu'il critique et qu'il observe, et ils sont très riches aussi dans une réflexion non pas seulement sur les signes verbaux, mais aussi sur les signes visuels. Remarquez la différence de papier, ça montre bien qu'il s'agit de notes prises sur ce qu'il trouvait en ce moment, et vous voyez, Saussure se demande quel est le symbole graphique le plus approprié pour sa notion de signe, qui est une notion de signe avec deux faces, signifiant et signifié. Vraiment, vous voyez, justement, ici il faudra une restauration, mais il faut attendre le temps et la possibilité de restaurer. Ce sont des pages d'une délicatesse absolue. Ici, on est plus près d'une mise au propre. Certaines de ces pages sont des notes hâtives prises en courant. D'autres pages sont une réécriture. Ça, c'est aussi très saussurien. Il écrit sur les pages extérieures, mais non pas sur les pages intérieures, probablement parce qu'il pensait, après, d'arracher en deux feuillets séparés cette double feuille. Et ici, justement, il s'interroge sur ce qu'il appelle la linéarité du signe verbal par rapport à d'autres possibles configurations de signes, en particulier visuels. Alors ici, il essaie de créer des signes visuels où il n'y ait pas de linéarité. Et c'est une tentative très intéressante. En général, on considère que Saussure s'est intéressé seulement à des langues, en particulier des langues historiques et du langage verbal. C'est vrai, c'était son premier intérêt, mais il était attentif aux signes, aux langues des signes des sourds. Il était attentif aux systèmes de communication différents des langues, et on trouve des indications dans cette perspective sémiologique, perspective qui lui intéressait beaucoup dans tous ces matériels. Donc, le fait de retrouver des notes préparatoires des leçons qu'il a fait, c'était le but final, le plus spécifique de la recherche de Godel. Il s'agit de feuilles préparées comme aide. Saussure n'avait pas besoin de lire, sauf dans quelques cas très particuliers, les notes dans lesquelles il préparait ses leçons. Donc ça, il l'a lu parce que c'est une citation recopiée d'un ouvrage de Whitney. Ça, c'est une partie sur les langues celtiques. Ce sont des notes pour le deuxième cours de linguistique générale. Et ça, sont des notes pour le troisième, le dernier cours de linguistique générale que Saussure a fait en 1910-1911. C'est la partie la plus riche. On peut mettre en rapport ces notes préparatoires avec les notes qui ont été prises par les étudiants au moment des leçons.
ce qui nous montre que Robert Godel était un grand saussurien, vraiment un des grands saussuriens, mais il a classé avec les notes pour le 3e cours des notes de recherche que probablement Saussure n'a pas employées comme notes préparatoires des leçons. Saussure avait un goût pour les schémas et pour les diagrammes très poussés. On peut comparer les petites esquisses qu'il faisait lui-même avec celles que les étudiants recopiaient du tableau noir. Et on en a ici l'indication. 40 ans après le grand travail de Godel, il se passe quelque chose. À la maison des Saussures, on fait des travaux de réaménagement. Et dans l'orangerie, une salle qui est dans le jardin, on découvre une malle pleine de papiers. Ce sont des papiers des ancêtres de Saussure, ce sont aussi des papiers de Ferdinand de Saussure. La famille, à l'époque, il s'agissait de la veuve de Raymond de Saussure, donc le fils de Ferdinand, contacte la bibliothèque publique et universitaire et elle appelle, Godel était mort, elle appelle Rudolf Engler pour aider à classer ces documents. Engler se rend compte tout de suite de la richesse et de l'importance de ce fonds. Et il commence à l'organiser de la même façon dont Godel avait organisé l'autre, mais il fait en particulier une trouvaille qui l'éblouit. Cette trouvaille, c'est que dans ce nouveau fonds retrouvé en 1996, il y a le matériel préparatoire pour ce livre de linguistique générale auquel Saussure avait passé toute sa vie sans jamais arriver à l'écrire. C'est ce matériel qui se trouve ici. Saussure avait gardé ses notes de deux façons. La première, c'était une habitude qu'il avait, surtout quand il ne s'agissait pas de cahiers ou de registres, mais de feuillets isolés, il employait des enveloppes sur lesquelles il écrivait l'argument général des notes qui étaient contenues. Ce travail est un travail qui a été fait tout de suite après le retour de Saussure à Genève, donc 1891-92, à distance de 120 ans. On ressent encore une excitation à voir comment Saussure organisait lui-même son travail. Si on a un fonds Saussure, c'est parce que Saussure a gardé ses papiers. Donc, d'abord, des groupes de notes dans des enveloppes, et après, tous ensemble, les enveloppes dans un paquet de papier d'emballage sur lequel est écrit « Sciences du langage ». C'est une partie d'archives qui avait été organisée par Saussure lui-même. Et ça sont les notes pour cet ouvrage. L'ouvrage n'est pas arrivé à conclusion, il n'a jamais été publié d'ailleurs. Saussure en a regardé souvent dans les années qui suivent le texte, il a fait des corrections, des rajouts. Les savants ont des opinions très différentes jusqu'à quel point le livre était prêt. Qu'il s'agit d'un livre, il n'y a pas de doute. Il y a des morceaux que Saussure a marqués comme pouvant être utiles pour une préface. Il y a des morceaux qui dessinent un index glossaire. Donc, il y a des parties qui s'organisent et même des successions. Ici, c'est l'ouvrage systématique, le grand livre, le grand manuel. Il l'appelle opuscule, mais Saussure appelait opuscule aussi son chef-d'œuvre de jeunesse, le mémoire sur le système des voyelles. Alors, ces textes sont des textes très difficiles à lire, à interpréter et surtout à colloquer dans l'ordre, dans un ordre textuel. Et les chercheurs diffèrent, ceux qui croient voir quel était l'ordre final passé par Saussure, essaient de colloquer les fragments dans cet ordre. Ceux qui n'ont pas cette confiance essaient de reconstruire l'ordre d'écriture que Saussure a suivi. Dans cet ensemble, Engler retrouve des textes qui complètent les textes qu'on vient de voir.
il y a des notes item. C'est un mot latin qui est employé pour marquer dans une liste les entrées. Ce sur l'emploi aussi ailleurs. Mais le contenu de ces notes nous dit que nous sommes exactement en contiguïté avec les notes items que Godel avait classées à 40 ans à l'avance. Et donc, on peut maintenant enrichir ces textes. Et même l'emploi de la plume et du crayon reprend des modalités d'écriture qu'on a vues dans les autres. Les nouvelles notes items, comme on les a appelées, nous aident beaucoup à dater et comprendre aussi les textes anciens. On a vu les notes pour les cours de linguistique générale. Dans le nouveau fonds, Engler retrouve d'autres notes pour les mêmes cours. Donc, notre connaissance aujourd'hui de ce que le professeur préparait est augmentée. Et dans certains cas, ces pages se croisent exactement, complètent des lacunes qu'on avait dans l'autre dossier. Ça, c'est une page pour le deuxième cours de linguistique générale, qui est le cours qui a une introduction sémiologique. Donc, la langue est colloquée au milieu des systèmes de signes. Il y a une réflexion sur le signe qui a été très importante aussi pour la sémiologie moderne, parce que Godel avait publié ce texte. Et Roland Barthes, Luis Prieto, les grands sémiologues des années 60 se fondent aussi sur la publication de l'introduction au deuxième cours de linguistique générale publiée par Godel. Et on a ici les originaux, disons, Godel les publie sur la base des notes d'étudiants, on a ici le côté du professeur. Quand un système de signes devient le bien d'une collectivité, cela, quel qu'il soit d'ailleurs en soi, ou quel qu'il soit par sa provenance, il arrive de ce fait deux choses. La première est qu'il cesse de pouvoir être apprécié selon ses caractères internes ou naturels. Parce qu'en effet, rien ne garantit plus que ce soit une raison intérieure, une raison faite à l'image de notre raison individuelle qui va continuer à gouverner le rapport du signe et de l'idée. Alors, ce sont des formulations d'une force extraordinaire, même aujourd'hui, et on a ici la confirmation sur les notes préparatoires du professeur que c'est bien ça ce qu'il avait dit dans son cours. Avec l'écriture, le rapport de Saussure est compliqué. Il en a besoin, parce qu'il pense par écrit, le mécanisme de sa réflexion a besoin d'un support qui soit l'équivalent du tableau noir des mathématiciens. Son tableau noir, c'est le papier. Dans ce rapport à l'écriture, non seulement il a besoin de pages qu'il organise comme un mathématicien pourrait organiser son tableau noir, donc il a la place où il écrit les premières idées qui lui viennent, et parfois il saute les préambules, le sujet, s'il est clair pour lui, il ne le met pas, il commence des phrases à moitié, il se laisse une partie libre pour revenir, corriger et rajouter quelque chose, et il garde ses papiers. Il garde les brouillons provisoires des ouvrages qu'il a publiés, il garde surtout les choses qu'il n'a pas publiées. Il commence très jeune. Il va à Paris en 1880 pour étudier comme étudiant, doctorant, et il se retrouve d'un jour à l'autre professeur. 20 ans après, professeur à Genève pendant les cours de linguistique générale, il a un entretien pour nous très important. Mai 1911, avec un de ses élèves. Et cet élève, Léopold Gautier, le pousse à publier. Ils sont dans le bureau de Saussure ici à Genève, et Saussure dit non. Je suis toujours très tracassé par mon cours de linguistique générale. Tout cela n'est pas assez élaboré. Pour aboutir, il me faudrait des mois de méditation exclusive. J'ai des notes, mais perdues dans des monceaux, aussi ne saurais-je les retrouver. Ce serait absurde de recommencer de longues recherches pour la publication quand j'ai là tant et tant de travaux impubliés. Et il montre de la main les papiers qui sont encore fourrés, pire que jamais, dans son bureau. À sa mort, tout de suite après le février 2013, Bailly et Séché demandent à sa veuve
la permission d'aller regarder les papiers du maître. Il raconte ça dans la préface du cours de linguistique générale. Marie de Saussure dit oui, elle ouvre le bureau de Ferdinand, et les deux disciples sont déçus. Grande fut notre déception. Nous ne trouvâmes rien, ou presque rien, qui correspondît au cahier de ses disciples. Ferdinand de Saussure détruisait à mesure les brouillons hâtifs où il traçait au jour le jour l'esquisse de son exposé. Les tiroirs de son secrétaire ne nous livrèrent que des ébauches assez anciennes, non certes sans valeur, mais impossibles à utiliser et à combiner avec la matière des 3 cours. Il cherchait un ouvrage qui soit presque en forme publiable et il décrivent dans la préface du cours de linguistique générale la déception qu'ils ont eue en face d'une quantité de matériel qu'ils disent certainement intéressant, mais qui n'était pas prêt à la publication. Et ces papiers ont hanté sa vie, mais aussi son héritage après sa mort. Le rapport de Bailly et Séché avec les notes de recherche que Saussure avait laissées manuscrites était un rapport très conflictuel. Qu'est-ce qu'il fallait employer dans le cours de linguistique générale? Qu'est-ce qu'il fallait ne pas employer? Et on trouve dans leur correspondance, dans les traces du premier montage du cours de linguistique générale et sur les mêmes papiers du maître, les indications de ça. Aujourd'hui, le résultat est que nous avons à la Bibliothèque de Genève, qui a le fonds plus riche de manuscrits saussuriens, il y a environ 6000 pages manuscrites de notes prises au cours de Ferdinand de Saussure par ses étudiants. L'ancien fonds de Saussure, celui qui est arrivé à la bibliothèque dans les années 50 et 60, comprend environ 7000 feuillets de la main de Saussure. Le fonds retrouvé en 1996 en comprend 5000. À Harvard, parce que Roman Jacobson, quand il a vu l'intérêt des manuscrits que la famille était en train de donner à la bibliothèque de Genève, a demandé au fils de Saussure qu'il connaissait qu'il fasse une donation aussi à la bibliothèque d'Harvard. Donc Harvard a 1 millier de pages manuscrites de Saussure qui parfois sont nécessaires pour comprendre la séquence des manuscrits qu'il y a à Genève. Il y a certains textes dont il faut lire. La page A est à Genève, la page 1 est à Genève, la page 2 est à Harvard, la page 3 est à Genève, et comme ça. Il y a encore des manuscrits de Saussure à Paris, et bien sûr, la correspondance scientifique de Saussure est éparpillée pour tout le monde. Il y en a à Yale et à Saint-Pétersbourg, il y en a à Rome et à Vilnius, il écrivait à tous les savants internationaux. 57, la thèse de Godel, 74, le 4e et qui reste le dernier fascicule de l'édition d'Engler. Ces textes sont bien connus et il paraît à ce moment qu'on sait des manuscrits de Saussure tout ce qu'il y a à savoir. Mais il y a toujours la chance. Dans des travaux de renouveau de la maison familiale des Saussure, on retrouve une valise pleine de documents. Rudolf Engler est appelé pour le classer, pour jouer le rôle que Godel avait joué pour la première fois, et il commence à le classer, mais au milieu de cet ensemble de manuscrits retrouvés, il retrouve en particulier une chose qui absorbe tout de suite son attention. C'est le brouillon d'un ouvrage sur la linguistique générale que Saussure préparait au moment de son retour à Genève. Alors, ce texte a toute l'attention d'Engler. Engler signale tout de suite de l'avoir retrouvé. Il en prépare une édition critique. Des amis le poussent à publier une version provisoire qui sort en 2002. L'édition des écrits de linguistique générale
édité par Simon Bouquet et Rudolf Engler, a créé un véritable renouveau d'intérêt pour le travail de Saussure. On croyait savoir tout de Saussure et on découvre qu'il y a des milliers et des milliers de pages de réflexion sur le langage très importants dont on n'avait pas idée. Le volume a un grand succès, il est traduit dans toutes les langues. La traduction en anglais de ces notes inédites de Saussure en particulier ouvre le monde anglophone à cette nouvelle recherche qui se poursuivit. Mais bien sûr, l'édition de 2002 est intelligemment conçue pour un public général, donc elle est simplifiée au point de vue philologique. C'est René Amaker qui vient de faire sortir, il y a 2 ans, une révision complète des textes du Fonds de 1996 publiés en 2002 et la quantité de corrections qu'il doit faire au texte publié est très considérable. Bien sûr, le premier était un ouvrage de divulgation, le deuxième c'est un ouvrage destiné aux spécialistes qui veulent être sûrs de ce que Saussure avait véritablement écrit. Des autres jeunes chercheurs pensent que le texte n'est jamais arrivé à une organisation finale. Ça, c'est une thèse doctorale d'Alessandro Chirichimo, qui a travaillé à la salle des manuscrits ici à Genève, et qui présente les pages de l'essence double dans celui qu'il reconstitue comme l'ordre d'écriture de Ferdinand de Saussure. Aujourd'hui, et probablement aussi pour les prochaines années, on aura encore de bonnes éditions sur papier des ouvrages édités et inédits de Saussure. On a une grande quantité de travail à faire. La quantité des manuscrits qui ont été peu explorés est considérable. Il y en a certains qu'on connaît assez bien, mais il y en a d'autres sur lesquels presque la description est encore à faire. Dans ce 3e millénaire et à 100 ans de la mort de Ferdinand de Saussure, il y a nécessairement la voie du numérique à explorer. Donc, d'un côté, le Cercle Ferdinand de Saussure a fait un appel pour l'organisation d'une édition collective des œuvres complètes de Ferdinand de Saussure, numérique et en ligne gratuitement. Entre-temps, la revue qui a pour but d'explorer l'héritage de Ferdinand de Saussure et ses actualisations, les cahiers Ferdinand de Saussure, ont commencé à donner, avec les fascicules de CD-ROM qui contiennent des images numériques des textes les plus problématiques pour que tout lecteur puisse se former une opinion sur ce texte sans besoin de venir dans la salle des manuscrits de la Bibliothèque de Genève.